Et jusqu'à 14h, nous sommes avec Marie-Estelle Dupont. Alors je la présente, mais on ne la présente plus sur Sud Radio, psychologue clinicienne et psychothérapeute et qui publie Se libérer de son moi toxique, une réédition chez Larousse. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour. Alors Marie-Estelle Dupont, effectivement, on a toujours plaisir à vous recevoir. Et ce livre, donc, c'est une réédition, effectivement, qui est paru en 2017, qui est paru en 2022, et c'est bien parce que moi je l'ai lu, je l'avais pas lu en 2017, je l'ai lu en 2022. Et effectivement, c'est bien de se rappeler qu'il n'y a pas que les événements extérieurs et ce qui se passe à l'extérieur. Il se passe évidemment à l'intérieur. Et le moi intérieur, le moi psychologique, le moi mental, le moi des réactions, et on l'a vu avec ce qui se passe avec la Covid, depuis 2 ans et demi, combien ça a impacté. Mais je voudrais quand même que vous nous disiez, c'est quoi ce moi toxique dont il faut absolument se libérer ? Alors, ce que j'appelle le moi toxique, en fait, l'idée du livre est partie du constat que très souvent on est notre meilleur ennemi et que c'est nous-mêmes qui sabotons certaines situations de notre vie ou qui mettons en place en fait des scénarios qui sont négatifs. Le moi toxique, c'est cette partie de nous qui est faite de vieilles émotions, de représentations erronées, de croyances qui nous empêchent d'y voir clair. C'est comme un filtre encrassé, c'est comme du brouillard. Et en fait, vous ne jouez pas la partie à partir de l'ici et maintenant et de la réalité telle qu'elle est, mais à partir de vieux engrammes, de vieux schémas qui peuvent être, alors la plupart des schémas imposés, programmés par les parents, schémas familiaux, des schémas sociaux, des schémas, des blessures qu'on a vécues. Alors les grandes blessures que peut vivre un être humain au début de sa vie, ça peut être le scénario de l'abandon. Évidemment, un enfant marqué par l'abandon risque de se remettre dans des situations où il est abandonné pour confirmer la croyance qu'il n'est pas aimable, par exemple. La maltraitance, par exemple. Donc le schéma de l'abandon, le schéma du rejet, le schéma de l'humiliation, de la trahison, de l'injustice. Et puis il y a une 6e blessure dont on parle peu en psychologie, mais qui est très importante, je pense, dans la crise actuelle, qui est la blessure de l'impuissance. Parce que je pense que nos enfants, à l'échelle collective, ont été marqués par la blessure de l'impuissance pendant la crise. C'est-à-dire qu'on a demandé aux enfants de porter une situation qui n'était pas de leur ressort. Donc ils ne pouvaient qu'échouer. Le masque, vous parlez du masque, ils par ne exemple. pouvaient qu'échouer à sauver les aînés, puisque c'est pas eux qui tuent les personnes qui meurent de la Covid. Donc ça, c'est une blessure d'impuissance, en plus d'être aussi une blessure de trahison quelque part, puisqu'on les trahit dans notre rôle d'adulte responsable quand on les soumet à de l'humiliation ou à de la coercition. Voilà, donc le moi toxique, c'est notre meilleur ennemi. Et finalement, le message positif du livre, c'est que c'est pas la peine de chercher un coupable à l'extérieur, c'est pas la peine de se victimiser, parce que dans ces cas-là, on ne change rien. On est acteur aujourd'hui de notre vie, on n'est pas forcément responsable de ce qui nous est arrivé quand on était petit. En revanche, c'est qu'est-ce que ça me fait et qu'est-ce que j'en fais. Et donc, je me remets en position d'acteur de ma vie. Et si j'accueille les émotions négatives, les vieux schémas, et que j'accepte de les regarder en face, je peux commencer à les déconstruire. À respirer et à devenir réellement la personne que je suis, un peu libérée, jamais complètement, de mes conditionnements. Deviens qui tu es, ça s'appelle une libération. On en parle longuement avec Marie-Estelle Dupont et on parle évidemment de ce que nous vivons depuis 2 ans et demi après les informations. Et c'est ce que j'allais dire, vous pouvez évidemment poser vos questions au 0826 300 300. Et avec Marie-Estelle Dupont, effectivement, pour la réédition de ce livre, Se libérer de son moi toxique. Effectivement, la liberté, je rappelais cette phrase de Sartre, cette magnifique phrase de Sartre à qui on demandait, vous avez écrit des dizaines de livres sur la liberté, mais en une phrase, comment vous pourriez définir la liberté ? Il a dit, la liberté, c'est ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Vous n'avez pas choisi votre enfance, vos parents, votre environnement, votre pays, etc. Mais vous choisissez de vous faire. Simplement, il y a des méthodes, bien sûr, il n'y a pas qu'une seule, Marie-Estelle Dupont, mais pour vous, ce qui est le plus important pour se faire, se construire dans l'autonomie et dans la liberté, c'est quoi ? Pour se construire dans la liberté, c'est ce que l'on fait de notre éducation, c'est-à-dire d'arriver à se connaître et à avoir un retour. Quand on ouvre un héritage, on a un droit de regard sur l'héritage. De la même manière, je pense que devenir adulte, c'est s'autoriser à exercer un discernement sur ce que l'on a reçu à tous égards. Qu'est-ce que je prends de mes ascendants ? Qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que je ne garde pas pour mes descendants ? Parce qu'on s'inscrit dans cette chaîne de filiation. Donc on n'est pas obligé de subir tout de son héritage
héritage au risque de tout répéter, y compris le négatif, sur nos descendants. Et on a quand même cette liberté, ce libre arbitre de dire qu'est-ce que ça me fait et qu'est-ce que j'en fais. Alors c'est un peu douloureux de se décoller de ce qu'on a reçu parce qu'on va traverser des émotions intenses, parfois de la colère, de la déception, de l'incompréhension. Mais en fait, si on ne le fait pas, on va passer sa vie à fuir dans la consommation, dans la compensation, à aller chercher chez les autres un regard narcissisant. Finalement, c'est beaucoup plus économique de se poser, d'ouvrir l'héritage, de regarder, d'avoir mal peut-être à un moment donné, mais de choisir librement comment on le transforme et ce qu'on en fait. Alors la thérapie est un outil parmi d'autres, du connais-toi toi-même socratique, et ce livre était justement... C'est votre métier. C'est mon métier, ouais. Je ne peux qu'en témoigner, puisque je sais ce que moi ça m'a apporté. Mais justement j'ai écrit ce livre parce que j'ai parfaitement conscience que la démarche thérapeutique c'est une démarche qui prend du temps et qui est coûteuse financièrement, et j'avais envie de donner aux gens qui ne vont pas aller faire cette démarche ou qui ne vont pas rencontrer le psychologue ou le psychothérapeute qui leur convient, parce que c'est aussi une affaire de rencontre, des clés. Et à la fin du livre, quand on referme le livre, on a déjà identifié un certain nombre de schémas, puis on voit comment une thérapie fonctionne, puisque je donne beaucoup d'extraits de dialogues thérapeutiques. Comment, par exemple, sur des secrets de famille, il y a un moment d'émergence dans une séance où une patiente fait un lien, comprend, elle a la clé, parce que c'est un peu un travail de détective en fait la thérapie, c'est ça qui est passionnant. Elle a la clé, elle comprend et ça va débloquer quelque chose complètement dans son couple, dans sa vie de mère. Vous voulez dire que la discussion avec vous amène quelque chose qui jaillit à un moment donné, quoi. Oui, parce qu'on s'autorise à être dans l'association, c'est-à-dire associer, faire des liens, refaire des liens. Penser, c'est faire des liens en fait, et on ne reste plus au garde à vous devant les apparences de la réalité ou devant le récit qu'on nous a fait, le mythe familial qu'on nous a fait. On va regarder derrière le rideau. Et alors, justement, au-delà du... Justement, et puis quand les issues sont bouchées, il faut en inventer d'autres. Et il y a une part d'invention aussi. Est-ce qu'il faut faire le pas de côté à un moment donné, Marie-Estelle Dupont? C'est-à-dire, quand on a une situation bloquée, alors, je ne demande, c'est pas des recettes, mais comment on peut débloquer? C'est un effort sur soi, d'abord. Vous savez, quand une pelote de laine est trop serrée, quand il y a un nœud, si vous vous énervez, le nœud se resserre. Donc la première chose à faire, c'est de s'arrêter. C'est s'arrêter sur ce que vous ressentez et l'accueillir complètement. Quand vous voulez faire grandir un enfant, quand vous voulez transformer une situation, si vous commencez par la rejeter ou la nier, vous ne pouvez pas la résoudre. Vous ne pouvez pas faire grandir un enfant que vous n'aimez pas. Donc, il faut agir avec vous comme un parent qui est totalement bienveillant, sans être complaisant vis-à-vis de son enfant intérieur. J'accepte ce qui se passe. Aujourd'hui, tu es dans la colère. Demain, tu seras peut-être ailleurs. Mais si tu traverses pas le kilomètre numéro 1, qui est la colère, tu n'arriveras pas au kilomètre numéro 2. Et donc, le thérapeute, il l'aide, en fait. Il donne un cadre qui permet à ces émotions explosives d'être contenues. Et donc, on peut les dépasser parce qu'on ne dépense plus 90% de son énergie à les refouler. Donc, on peut aller à l'étape d'après. Et on peut en faire quelque chose, c'est-à-dire qu'au lieu de les répéter, en choisissant des gens qui vont nous remettre en colère, par exemple, ou dans le désespoir, ou dans le chagrin, en fonction de l'émotion dominante ou de la blessure dominante de notre vie, on va pouvoir élaborer et passer à l'étape d'après. C'est-à-dire qu'au lieu que quelqu'un qui a la blessure de rejet, donc qui du coup lui-même prend le masque du fuyant pour éviter d'être rejeté, c'est lui qui fuit les liens d'attachement, il va pouvoir enlever ce masque et réapprendre à faire confiance. Donc oui, dans la relation avec un être humain, il se passe beaucoup de choses, parce que quelque part avec votre thérapeute, vous êtes en relation avec un être humain, donc vous réapprenez à avoir des sentiments et à ne pas en être esclave et à ne pas les nier non plus. Et vous avez, évidemment, vous exercez depuis des années, et effectivement, à chaque fois, ça doit être quelque chose de très fort quand il y a une libération de la parole et surtout une libération du comportement, où la personne qui est en face de vous, enfin qui est en face de vous, thérapeute, s'aperçoit qu'il y a une issue, que les choses ne sont pas bouchées, qu'il y a une issue, qu'il y a une ouverture. Oui, est-ce que ça se passe juste, il n'y a pas de généralisation à faire, mais est-ce que ça se passe comme un choc, ou ça se passe effectivement comme un processus d'évolution de longue haleine? C'est un processus d'évolution de longue haleine, mais il y a des moments qui sont ce qu'on appelle des moments, ce que Winnicott appelait des moments sacrés dans la thérapie, où tout d'un coup il y a une sorte de prise de conscience qui émerge, et en fait le thérapeute et le patient sont ensemble surpris. C'est pour ça que c'est un lien très privilégié, parce que c'est un lien où on vit des émotions très fortes, parce que tout d'un coup la personne se dit mais Eureka, et elle fait une connexion qu'elle n'avait jamais faite, parce que le clivage la protégeait de l'émotion, et elle arrive tout d'un coup à rapprocher deux éléments
et elle a la clé et elle comprend quelque chose. Donc comme elle a la clé, il y a une porte qui s'ouvre et elle peut passer à l'étape d'après. Donc elle arrête de perdre son énergie à se fuir en fait et à compenser matériellement, physiquement des choses qu'elle veut pas rencontrer. Donc quand la personne va enfin à la rencontre d'elle-même et qu'elle s'accueille, elle avance, elle gagne un temps fou et en plus elle arrête d'attendre des autres. Parce qu'en fait, elle peut se donner elle-même. C'est une acceptation, qu'elle s'accepte quelque part. Oui, c'est d'abord de l'acceptation, parce que sans acceptation, il n'y a pas de transformation. Et une fois qu'on a complètement accepté, là, on peut dire qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je fais de cette colère ? Comment est-ce que j'arrête de retourner la colère contre moi ? En fumant, en me déprimant, en rouspétant, en étant dans l'amertume, etc. Comment j'utilise, par exemple, ma colère comme une force motrice ? Enfant maltraité, je me mets au service de la défense d'autres enfants. C'est une manière de transformer sa colère, par exemple, pour donner un exemple parmi tant d'autres. Oui, bien sûr. Il y a Mais d'ailleurs, en lisant ce livre sur les débarrasser du moi toxique, t'es frappé je me dis, mais au fond, les parents devraient le lire pour une chose très simple. Qu'est-ce que vous êtes responsable quand vous êtes bienveillant, votre enfant grandira autrement. Mais si vous êtes maltraitant ou je ne sais pas, ou négligent, etc., c'est terrifiant les ravages que ça peut faire, quoi. C'est vrai. Je pense que le pouvoir que l'on a en tant que parent est tellement... Enfin, moi, c'est la chose qui m'a le plus effrayée en devenant mère, c'est que j'ai pris conscience du pouvoir que j'avais sur mes enfants et je trouvais ça sidérant. Je pense qu'en fait, le plus beau cadeau de naissance qu'on puisse faire à un enfant, c'est d'avoir bossé sur soi. Parce que sinon, on va répéter. C'est-à-dire que si on n'a pas pris de distance, la violence qu'on a intériorisée, nous, on risque de leur transmettre et de la répéter. C'est-à-dire que même avec beaucoup de bienveillance, en disant à une petite fille, par exemple, aie confiance en toi, si elle s'identifie à une mère qui, elle, n'a pas confiance en elle et qui ne s'aime pas, potentiellement, ce sera une adulte qui n'arrivera pas à s'aimer. Donc notre exemplarité, elle passe aussi par le fait d'avoir fait le ménage et d'avoir balayé devant notre porte de parents pour leur donner le droit, eux, un jour, de nous désidéaliser. Oui, et d'aller là où nous, on n'a pas été. Oui, mais vous avez aussi le cas, et vous savez, très nombreux, enfin moi j'ai connu des cas où le père ou la mère avait été maltraité, et justement il a dit, de ma vie, jamais je ne voudrais que mes enfants subissent la moitié du quart, du centième de ce que j'ai subi, et donc deviennent vraiment très aimants, bienveillants. Oui, mais donc eux, ils bossent sur eux. Ils bossent sur eux. C'est-à-dire que eux déjà ils sont sortis du déni, ils ont accepté l'idée qu'ils avaient été maltraités, donc ils ont traversé le chagrin que ça représente de prendre conscience que votre père ou votre mère ne vous aime pas. Et ils ont travaillé sur eux et ils se sont formés, ils ont lu des livres, ils ont observé comment se développait un enfant, ils ont appris à communiquer différemment, c'est-à-dire qu'ils ont considérablement travaillé sur eux, ces parents-là. Ils aient passé 5 heures, 5 ans ou rien du tout en thérapie. En général, pour traverser des émotions aussi violentes que celle de reconnaître d'avoir été maltraité, il faut quand même le soutien d'un être humain bienveillant et qui est témoin de vos souffrances, parce que pour se protéger de la violence, le cerveau a tendance à utiliser le déni. Donc la prise de conscience, c'est pour ça que le thérapeute l'aide en fait, parce que vous n'êtes pas tout seul avec votre découverte qui fait parfois très mal. Mais on peut se construire soi-même, enfin s'auto-corriger soi-même. Non, mais bien sûr, il n'y a pas besoin d'un thérapeute pour se construire. C'est juste que le thérapeute, il agit comme un passeur à un moment donné, où il peut y avoir un passage un peu trop dur à faire. Par exemple, dans des situations de conflit de loyauté entre deux parents qui divorcent, évidemment dans les histoires d'inceste, dans les histoires où il y a des forts secrets de famille, il va être le passeur qui permet de ne pas se sentir tout seul et de ne pas s'effondrer avec la prise de conscience qu'on est en train de faire. Mais il n'y a pas nécessairement besoin d'un psychothérapeute pour aller de l'avant. Alors on va parler après une petite pause, toujours avec Marie-Estelle Dupont bien sûr, de cet autre moi toxique qu'a connu la planète. Et c'était un nous toxique, et un sacré nous toxique. On en parle tout de suite. Et nous avons parlé des parents, nous allons parler maintenant des gouvernants. Vous nous appelez au 0826 300 300. Oui, se libérer de son moi toxique. Et c'est vrai, c'est fondamental. On a tous effectivement une toxicité, et à nous c'est le travail, ça s'appelle le travail d'humanisation, de libération, d'esprit critique dans tous les sens du terme. Marie-Estelle Dupont, on a parlé de ça, le moi toxique avec vous, vous êtes psychologue clinicienne, et puis depuis 2 ans et demi, vous avez eu quelque chose, allez, il faut le dire, d'inédit, ce qu'on a appelé une pandémie ou une épidémie mondiale, etc. On ne va pas en parler évidemment du point de vue sanitaire ou médical. On en parle justement du point de vue mental, du point de vue psychologique. Et ce qui est très frappant pour tout le monde, c'est qu'il y a eu la peur. Il y a eu le gouvernement par la peur mondiale, et il y a eu le management, je dirais presque, de nos vies quotidiennes par la peur pendant un moment. Cette peur, en fait, elle induit quoi, en fait, la peur ? Alors, sur le plan neurobiologique, la peur, en fait, elle sature certains centres cérébraux
avec du cortisol, qui est une hormone de stress. Et à partir du moment, c'est pour ça d'ailleurs que c'est dangereux d'exposer des bébés à des stress intenses, puisque ça entrave leur développement cérébral. Ouais. Et à partir du moment où votre hippocampe, c'est-à-dire cette zone du cerveau qui est liée à la peur, est saturée, votre lobe frontal, qui est responsable de la rationalité, est saturé. Et en fait, il y a une sorte de c'est neuronal. circuit. C'est vraiment, Donc, on a constaté qu'il y avait quand même dans la population, il y avait des gens que j'appelle les covido-flippés, qui ne réfléchissaient plus du tout. Je pense qu'il y a certaines personnes, on leur aurait dit qu'il fallait faire le trajet au bureau avec un poulpe sur la tête, ils l'auraient fait. Et puis, il y avait des gens qui disaient, non mais moi, en fait, je gère mon risque, je gère ma peur. Si je suis fatiguée, je vais pas dans un endroit où il y a beaucoup de foule, mais voilà, je suis en bonne santé, je fais du sport, donc j'ai pas non plus à m'isoler. Et il y avait des gens qui pouvaient continuer à réfléchir, à faire des choses logiques. Et puis, il y a des gens qui avaient complètement basculé et complètement adhéré à une peur totalement irrationnelle. On pouvait leur donner toutes les injonctions les plus contradictoires du jour au lendemain. Ça ne posait aucun problème. Ils arrivaient même à construire des croyances pour valider en fait la peur. C'est-à-dire qu'ils se mettaient eux-mêmes à générer un discours. Ouais. Et ben, par exemple, des gens qui aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, contractent la maladie après 3 doses de vaccin, pour ne pas remettre en cause la certitude que le vaccin est l'outil magique qui protège de la mort. On est dans la pensée magique. Il y a le rituel, en fait, les gestes barrières, etc., qui va nous protéger de la mort, alors qu'en fait, nous, humains, sommes mortels. Ils vont arriver à se persuader que sans les 3 doses, ils seraient forcément en réa. Or, ils n'ont aucune preuve scientifique qu'avec seulement 2 doses, ou 1 dose, ou pas de dose, ils seraient forcément en réa. Mais ils vont construire a posteriori une croyance qui permet de venir bétonner comme un contrefort les certitudes dont ils ont besoin pour accepter la perte de liberté liée aux injonctions. Et est-ce que c'est du ressort ou pas de ce que Étienne La Boétie, il y a 5 siècles ou presque, en 1571, appelait la servitude volontaire? Est-ce qu'il y a en fait, et c'est à la psychologue que je m'adresse, à la psychothérapeute, est-ce qu'il y a quand même en chacun de nous, il y a le moi toxique, est-ce qu'il y a un moi de soumission ou un instinct de soumission? Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que une grande partie de la réalité extérieure n'est que finalement le fruit de nos projections et de ce qu'on tolère, de ce qu'on considère comme normal. Il y a une forme de masochisme en nous. Peut-être que si dès le début, nous parents, et je m'inclus dedans, nous étions très fermement mobilisés contre le port du masque, sans bénéfice du doute, mais peut-être que c'est ce qu'il faut pour nos aînés, etc. Nous aurions pu éviter à nos enfants de porter le masque à l'école pendant 8 heures par jour. Donc vous avez dit à quel point ça pouvait être nocif. La servitude, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas... faut pas chercher un grand coupable à l'extérieur, en fait. Les choses sont plus complexes que ça. Il y a une part de nous qui est OK dans une situation d'humiliation ou d'asservissement. Alors, jusqu'à un certain point. Bien sûr. Bien sûr. Je ne me méprends pas sur la situation des soignants suspendus d'une manière totalement arbitraire et folle. Mais je pense que la société, dans le changement anthropologique que moi, je vois depuis le début de la crise, ce changement anthropologique, il n'a pas été rendu possible parce que quelques gouvernants le souhaitaient. Il a été rendu possible parce que la population était prête, et dans sa grande majorité, était OK avec le fait de se défaire des libertés pour se reposer d'elle-même. C'est-à-dire que ce dont parle la Boétie, c'est l'inclination de l'être humain à se reposer de lui-même et donc à se défaire de sa responsabilité de lui-même. Un certain bénéfice secondaire à être traité comme un enfant et à ne plus avoir à prendre par soi-même les décisions. Parce qu'il faut discerner, il faut réfléchir, il faut décider alors qu'on n'a pas tous les éléments. C'est difficile, ça prend la tête. On a des cas de conscience avec nos enfants. Je mets la tête dans le sable, survenez avait besoin, puis le reste, j'ai pas envie de réfléchir. Oh oui, être une moutruche, un peu mouton, un peu autruche. Oui, les moutruches, comme on les avait appelées. Et donc c'est fatigant de penser. Oui, mais alors, c'est bien sûr, c'est fatigant de penser, mais qu'est-ce que c'est fondamental aussi, justement, l'esprit critique. Sans ça, pour moi, il y a effectivement que d'abord la faim, personne ne doit être affamé, mais la liberté, ça vient. Oui, mais alors après, quand on joue beaucoup sur la peur, on joue sur une autre peur qui n'est plus la peur du danger, mais la peur de l'ostracisation si vous n'adhérez pas au discours de la peur. Et comme tout être humain a un besoin vital, dans la pyramide de Maslow, c'est très bien décrit, qui est un besoin d'appartenance. Et de reconnaissance, même si l'individu vous dit non mais je suis d'accord que ça ne sert à rien, je suis d'accord que c'est inutile, je suis d'accord que c'est démesuré, je suis d'accord que c'est disproportionné, mais
Et le mais, c'est je ne peux pas me permettre d'être marginalisé. En fait, je n'ai pas la force interne, et on n'est pas tout puissant et personne ne juge personne ici. On a tous. C'est la question de la force morale de l'individu. Va-t-il pouvoir tolérer d'être marginalisé alors qu'il a un besoin humain fondamental d'appartenir à un groupe? C'est vrai, sauf que vous le savez très bien, Marie-Estelle Dupont, que l'histoire a été faite par les gens qui sont à un moment donné marginalisés, et la marche d'hier est devenue la page d'aujourd'hui. Et heureusement, tout à fait. C'est comme ça que ça avance. Tout à fait. Alors justement, je voudrais, avant qu'on ait nos auditeurs, juste une question. Est-ce qu'au fond, on a joué, alors on a dit, on a beaucoup joué sur la peur. Bon, en même temps, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y avait pas de danger, qu'il n'y avait pas de problème. Mais par exemple, quand vous entendez, là, c'est anecdotique, mais pas tellement, la toujours ministre de la Santé, en principe, elle ne devait plus l'être puisqu'elle a échoué aux élections. Mais enfin bon, Brigitte Bourguignon exhorte les Français, sans être obligé, que ça soit obligatoire, à remettre le masque dans les transports. Pour vous, c'est quoi? C'est un signal à bas bruit, à haut bruit de, allez, attention, c'est pas fini, au contraire, ça revient. Ça traduit quoi, je veux dire, hein? Cette espèce de dire aujourd'hui, elle dit, oui, mais écoutez, le masque, allez, il est temps de le remettre dans les transports, je vous y oblige pas, il n'y aura pas de loi là-dessus, mais enfin quand même, je le recommande très fortement. C'est-à-dire qu'il y a un très léger changement dans la communication. On va arrêter d'être dans l'injonction directe, on va être dans la recommandation parce que nous vous faisons confiance pour être responsables. En fait, ça essaye d'induire faites-nous confiance puisque vous voyez, nous vous responsabilisons, nous ne sommes plus dans l'injonction. Mais évidemment, au passage, ça fait monter un petit climat anxiogène, ça revient. Et je pense qu'il faut lire tout ce qui se passe aujourd'hui à la lumière de la scène traumatique de départ, qui est le confinement. Ouais. Le 16 mars, et à l'échelle planétaire, le moment du confinement, c'est la scène traumatique 16 mars 2020, originelle. C'est-à-dire que le confinement, et toutes les études le montrent aujourd'hui, à l'international, ça a créé des traumatismes et des dégâts psychologiques et physiques absolument abominables. Depuis le confinement, d'ailleurs, il y a une augmentation de la violence parce que certains jeunes qui ont été enfermés sont devenus des lions en cage. Donc le confinement a créé des dégâts psychologiques et physiques énormes. Donc, il y a un consensus sur plus jamais ça. Ouais. Le problème, c'est que au nom du plus jamais ça, certains disent, bah oui, mais ça c'est mieux parce que sinon on serait confiné. C'est la logique du traumatisme. Ah oui, c'est l'enfant qui a été enfermé dans un placard, battu, séquestré au milieu, humilié, qui va prendre un conjoint violent, mais qui va vous dire, bah non, il n'est pas violent. Parce qu'en fait, sa norme de référence est tellement élevée dans la violence psychique que si c'est un tout petit peu moins violent, c'est complètement acceptable. Ça s'appelle déplacer la fenêtre d'Overton, en fait. C'est extraordinaire parce que juste, vous savez, c'est le type qui se tape, qui a un seau sur la tête et qui se tape avec un bâton, il se tape. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, mais t'as pas arrêté, tu fais ça, pourquoi? Il dit, c'est tellement bien quand ça s'arrête. Et ça, c'est des mécanismes neurobiologiques qui sont réels, c'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, j'ai des patients qui ont vécu dans des environnements familiaux où il y avait énormément de violence entre les parents, qui me disent aujourd'hui, pour m'endormir, j'ai besoin d'entendre un film où il y a un couple qui se dispute. C'est-à-dire que le cerveau a associé ce qui est familier, donc rassurant, à la violence psychique. Et comme le confinement et la scène traumatique, il n'y a plus jamais ça. Et le mécanisme du plus jamais ça, il est très dangereux parce qu'on est prêt à accepter n'importe quoi au nom de plus jamais ça. Oui, sauf qu'on ne va pas aller reconfiner, mais j'entends bien ce que vous dites. On en reparle tout de suite. Non, mais le pass, par exemple. Hein? Le pass. Sinon, tu vas être confiné. Et donc, dans ce raisonnement, on est dans un bocal, on tourne en rond. Et les gens ne comprennent pas que c'est la même logique. Et ceux qui nous écoutent associent évidemment cette émission à la bienveillance. Donc, vous nous appelez au 0826 300 300. Et nous sommes avec Françoise qui nous appelle d'Alès. Bonjour Françoise. Oui, bonjour. Bonjour Françoise. Bonjour. Bonjour, voilà, croire que le mercredi, je vous appelle. Je vous ai appelé mercredi dernier, donc... Eh bien, c'est très bien, vous êtes la visiteuse du mercredi. C'est parfait. Donc moi, je voulais réagir parce que je me suis quasiment reconnue dans ce qu'a dit Madame Dupont. J'ai eu l'impression qu'elle parlait quasiment de mon parcours. Alors moi, je suis née à la fin des années 60, en 1967. Je suis née avec une malformation congénitale. Donc c'est la colonne vertébrale qui n'est pas fermée. Donc en fait c'est très grave et il y a divers degrés de gravité, mais il faut intervenir rapidement, quoi. Donc on m'a opérée, j'avais même pas 24 heures.
Et je suis restée 3 semaines à l'hôpital. Donc à l'époque, loin de mes parents, il n'y avait pas des services de néonat, ou en tout cas beaucoup moins que maintenant. Et à la sortie, on a dit à mes parents, on leur a asséné sur la tête tout ce que je pouvais avoir. Voilà, elle sera sourde, muette, aveugle, idiote, paralysée. Donc voilà, voilà. Donc prenez-vous ça dans la figure et puis réagissez comme vous pouvez. Donc mes parents, ils m'ont emmené très régulièrement à l'hôpital parce que les premiers temps, parce qu'ils avaient peur et je les comprends tout à fait. Et moi, je suis rentrée dans cette logique pendant des années. Donc quand j'allais à l'hôpital, j'avais l'impression que j'allais non pas pour me soigner, mais devant un tribunal qui allait me donner des sanctions ou qui allait dire il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas. Et puis ça a duré jusqu'à ce que jusqu'à ce que je fasse des crises d'angoisse, de spasmophilie, de tétanie. Donc le mal-être, c'est, comment vous direz, passer par le corps avant de passer par l'intellect. Et je me suis dit, donc j'ai suivi une scolarité normale quand même. Et au lycée, en cours de philo, j'étais en terminale littéraire. On a commencé par le chapitre qu'on a étudié en premier, c'était la pensée entre la conscience et l'inconscient. Donc, on a étudié les philosophes grecs, donc Platon, Socrate, ensuite Freud. Et moi, Freud, ça a été presque une révélation, parce que je me suis dit, ce travail sur toi, tu le feras un jour. Je savais pas quand. Et vous l'avez fait. Et vous l'avez fait. Je l'ai fait. Non, j'essaye il y a une phrase qui revient comme un leitmotiv. Moi, c'est connais-toi toi-même et le commencement de la sagesse. Oui, voilà. Bien sûr. Et ça, je trouve que c'est super. On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Et je trouve que c'est une aventure absolument formidable. Et même avant de faire de la philo, j'avais lu l'année d'avant. Françoise, vous pouvez pas nous donner tout parce que vous savez, il y a beaucoup d'auditeurs malheureusement et voilà, il faut que vous nous disiez. Vous n'avez pas nous donné toutes vos lectures et c'est formidable ce que vous avez fait. Mais dites-nous, en fait, aujourd'hui, vous pensez que vous êtes construite vous-même, vous êtes libérée vous-même. Mais libérée, il y a toujours comme je dis moi, des chiens qui hurlent dans la cave et des choses qui sont réactivées. Bien sûr. Mais disons que j'essaie d'en faire quelque chose. Au lieu de subir, j'essaie d'en faire quelque chose. Alors je peins, j'écris, j'anime un atelier d'écriture. Donc c'est un moyen de faire sortir tout ça. Et puis par rapport à la situation actuelle, moi j'ai du mal, je comprends les gens qui peuvent avoir peur d'attraper le Covid, je conçois tout à fait. Mais je l'ai eu là au mois de février, je pense que j'ai eu l'Omicron. Bon, j'ai eu un peu de tout, pas de fièvre, grosse fatigue, mais j'ai du mal à comprendre ce comportement grégaire. Parce que pour moi, la liberté, elle n'a pas de prix, quoi. Et là où je me suis sentie mal, moi, c'est quand il y a eu le pass sanitaire et le pass vaccinal. J'ai senti comme une atteinte à ma liberté, et ça, je me suis vraiment sentie mal à ce moment-là, quoi. Ouais. Marie-Estelle Dupont, justement, c'est intéressant, très intéressant témoignage de Françoise. Voilà, elle dit la liberté d'abord, et le pass, c'était un synonyme de... Voilà. Régression. Oui, régression. C'est une régression. Voilà, c'est une régression démocratique, c'est une régression philosophique et c'est une régression psychique en fait. Mais je pense que les personnes qui ont dû batailler parce qu'elles ont vécu des épreuves quand elles étaient jeunes sont finalement les personnes qui repèrent le plus les dérives qu'il peut y avoir dans la gestion de la crise. Évidemment, personne ne nie le Covid et chacun respecte que certains aient plus peur et aient plus de raisons que d'autres d'avoir peur. Et le débat n'est pas là. Le débat est dans la gestion de la crise et clairement, et d'ailleurs Ariane Bilran le dit très bien, les personnes qui sont le plus à même de repérer des dérives de manipulation, des dérives d'emprise, des inversions sémantiques, le bien devient le mal, voilà, etc. Finalement, c'est les gens qui ont déjà été aux prises avec des difficultés de la vie, qui ont bataillé, parfois qui ont bataillé contre un parent manipulateur, et qui donc peuvent repérer... Ont déjà bataillé contre le mensonge, contre l'hypocrisie ou la dissimulation, c'est ça. Et contre les glissements sémantiques. Parce que la manière dont on parle dans cette crise... elle déracine l'être de ses perceptions, de ses besoins vitaux et de sa mémoire aussi. Absolument. Merci Françoise pour votre appel. Nous sommes avec Marilène qui nous appelle d'Arcachon. Bonjour Marilène. Bonjour Marilène. Bonjour.
Alors, écoutez, moi, bonjour à vous deux. Moi, j'ai un témoignage un peu différent. Si vous voulez, j'ai réagi de façon tout à fait impulsive en écoutant enfin, je n'ai pas entendu l'émission en entier. Donc, j'ai entendu à un moment votre invité parler je crois, de résilience, et notamment dire aussi qu'on pouvait faire du chemin en lisant et en trouvant je dirais pas la solution, mais enfin des solutions en lisant, ce qui est vrai évidemment. Mais moi, je voulais apporter juste un témoignage un peu différent, si vous voulez. Moi, j'avais une maman qui n'est plus maintenant depuis 3 ans et demi, qui n'est plus là, qui a été une enfant extrêmement maltraitée, qui n'a pas connu son père, mais qui a eu une mère, une marâtre. Enfin voilà, je ne veux pas vous faire le descriptif. Voilà, qui a souffert terriblement, et ma mère ne savait quasiment pas lire et écrire, ou très peu. Voilà, elle s'était appris avec nous quand on apprenait à lire. Donc voilà, elle savait se débrouiller comme ça. Et donc c'était pas une intellectuelle, mais c'était une femme qui avait en elle tout ce qu'il fallait pour trouver des solutions, et qui a été un être par-dessus tout aimant pour ses enfants. Mais ce qui était magnifique, c'est qu'elle était aimante pour tout le monde. Donc voilà, je voulais apporter ce témoignage en disant que, bien sûr, elle m'a appris la liberté, parce que cette dimension, cette souffrance qu'elle avait portée en elle, et elle en avait fait quelque chose de très fort. De lumineux. Pardon ? De lumineux. Absolument, absolument. C'était un être lumineux, c'est un être qui manque. Elle avait 86 ans quand elle est partie, et c'est un être que je n'ai jamais entendu se plaindre. Après plusieurs cancers, je n'ai jamais entendu se plaindre. Elle est toujours bien jusqu'au dernier moment. C'était un être ultra positif, et qui donnait sans compter. Et bon, et puis je dois m'arrêter là, parce que je pourrais en parler pendant des heures et des heures. C'est intéressant. Ce que je veux dire, c'est qu'on trouve en soi. Vous savez, ce mot de résilience qui est devenu à la mode. Alors, je ne l'ai pas employé parce que j'ai du mal avec ce terme, justement. C'est pour ça que je suis étonnée que vous l'ayez entendu, parce que moi, j'ai beaucoup de mal pour avoir été moi-même une petite fille dans un environnement plus que toxique, vraiment avec des vraies maltraitances. La résilience a bon dos, c'est-à-dire que parce que les enfants s'adaptent et ne se plaignent pas du masque, donc ils sont résilients. Non. Un enfant, il s'adapte à tout pour pas se couper de sa figure d'attachement. Donc, j'avais pas employé ce mot, mais effectivement, votre maman, on peut lui rendre hommage, puisqu'elle a fait de l'alchimie, elle a transformé le plomb en or, si je comprends bien. Et ce qui est intéressant quand même, justement, on n'a pas besoin d'être ni intellectuel, ni avoir lu 40 bouquins, bien sûr que ça aide, on va pas attaquer cela. Mais c'est intéressant parce que, en fait, sa mère, par exemple, n'a pas reproduit les schémas. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a été maltraité, pas du tout. Et vous en avez aussi un exemple, vous ne reproduisez pas les schémas. Pas du tout, c'est le sujet de mon prochain livre d'ailleurs, qui s'appellera L'Antimère, sur le fait que c'est pas parce qu'on a été maltraité qu'on devient forcément quelqu'un de maltraitant. Au contraire, on arrive à donner, c'est ça qui est génial dans la maternité, c'est qu'on peut arriver à donner ce qu'on a pas reçu. Exactement, et c'est très important. Et non, Marie-Estelle Dupont n'est pas maltraitante, pardon. D'où vos appels. Nous sommes avec Annie qui nous appelle de Béziers. Bonjour Annie. Bonjour Annie. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Voilà, bon, moi je téléphonais parce qu'il y a un certain moment que j'écoute tout ça, et disons que je me sens mal là, depuis ce Covid, et bon, moi je suis une résistante, voilà. Oui. Je suis contre tout ce qui se passe depuis plus de 2 ans là. Et voilà, j'arrive pas à comprendre que les Français se soient soumis comme ça, enfin, et puis le reste du monde. Voilà, je trouve qu'on ne se bat pas assez pour la liberté. Moi, la liberté, elle n'a pas de prix. Voilà. Et vous avez tellement raison. Ah oui, donc moi je garde mes convictions. Voilà, je ne me fais plus suivre à l'hôpital et tout ça depuis tout ça, parce que voilà, je suis contre tous ces protocoles et voilà. Et puis pour les enfants, moi j'ai une petite fille, voilà, et ça m'a fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur qu'on les ait obligés à porter le masque. Mamie, elle me disait tout le temps, mamie, je supporte pas ce masque. Enfin voilà, donc et ça, on pouvait, comment dire, ma fille. Dire à l'institutrice et tout ça de pouvoir qu'elle le baisse et tout ça, mais bon, il n'y avait pas moyen, et sinon on l'excluait. Je ne supporte pas ce gouvernement qui maltraite, et puis bon voilà, de toute façon c'est comment dire, c'est le commandement de masse, je sais pas comment dire, j'arrive plus à trouver mes mots. C'est la gouvernance de masse ou l'oppression de masse, c'est ça que je veux dire. Comme Bernays, vous savez, voilà, la soumission volontaire, et puis bon, c'est comment dire, gouverner par la peur, et tout, et que les gens se soient aussi
Je crois que c'est ça qui est important, parce que le gouvernement, beaucoup de choses ont été dites. Je suis en colère contre le gouvernement, mais je suis en colère contre les gens qui se soumettent aussi facilement. J'ai l'impression qu'ils réfléchissent plus, que les gens... je trouve qu'en 30 ans, les choses ont tellement changé, les gens ont changé de vue. Alors, vous dites un chiffre important, vous dites 30 ans. Effectivement, ce qui est arrivé aujourd'hui n'a été possible, c'est-à-dire le fait que nous devenions une société qui se conduit comme une famille toxique et maltraitante, puisque finalement on se vautre sur nos enfants, et c'est aux enfants de porter les problèmes des adultes, ce qui est la définition de la famille toxique. Ça n'a été possible que parce que depuis 30 ans, quand même, on est dans Panem et Circenses, c'est-à-dire c'est du pain et des jeux, on veut kiffer, on est dans une société narcissique du tout de suite, et parce qu'on veut tolérer aucune frustration immédiate, finalement, on tolère des renoncements beaucoup plus importants, extrêmement profonds, mais ontologiques, c'est-à-dire de l'ordre de mes besoins. On enferme de force des gens bien portants au pays des droits de l'homme, et personne ne se dit c'est impensable en fait. Donc il y a eu depuis 30 ans aussi une déconstruction de l'esprit critique, c'est-à-dire que quand on voit qu'à l'école les enfants n'ont pas une seule heure de connaissance d'eux-mêmes, on va leur demander de faire des choix dans la vie sans avoir eu une heure de psychologie. Ils ne connaissent même pas leur profil de personnalité quand ils s'orientent. Donc ils ne peuvent pas penser le réel. Le fait qu'ils aient un appauvrissement du langage fait qu'ils n'ont pas les mots pour penser ce qui leur arrive. Donc c'est très facile ensuite de faire accepter n'importe quoi. Et ça, c'est la crise de l'école et c'est la crise de tout. Mais moi, je crois que ça date de beaucoup plus qu'il y a 30 ans. Je crois qu'il y a toujours eu un combat extrêmement fort, au-delà de la psychologie, entre la volonté de tous les pouvoirs, j'ai bien tous les pouvoirs, d'avoir des moutons en face d'eux, parce que c'est le rêve d'un pouvoir. Vous savez, c'est Bertolt Brecht, le dramaturge allemand, qui disait dans les années 30, dans un pays, un jour, le peuple maugréé contre le gouvernement excédé décida de changer de peuple, ou au moins de le dissoudre. Oui, mais ça c'est la nature même du pouvoir d'être, d'être macrophage et de vouloir avoir toujours plus de pouvoir et de s'étendre, ses propres pouvoirs. Mais le fait que les individus parlent moins bien, élaborent moins leurs émotions, discernent moins, qu'il y ait moins d'esprit critique, c'est ça qui va faire la différence et qui va pouvoir poser une limite et faire un rappel de réalité au gouvernement qui sera de l'ordre de attendez, on n'est pas des Playmobil en fait, on est des gens. Donc rappelez-vous que nous sommes des êtres humains avec des besoins d'êtres humains. Mais encore faut-il le rappeler de manière assez sonore pour que les gens entendent. Et pas beaucoup d'heures de philosophie d'ailleurs au lycée non plus. On se retrouve dans un instant avec le 0826 300 300. Posez vos questions à Marie-Estelle Dupont. Et direction Libourne, nous sommes avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour à vous, bonjour à votre invité. Écoutez, moi j'ai une question qui me tracasse depuis un bon moment. En fait, je suis ambulancier et donc du coup en décembre 2019 et en janvier 2020, j'étais en poste et il s'est passé quelque chose que j'ai toujours pas d'explication. C'est que au moins fin décembre, j'avais déjà beaucoup d'informations sur le Covid qui a commencé à arriver et je commençais à prendre peur en fait et prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui allait arriver et du coup dès le début de janvier 2020, je commençais à porter un masque, des choses comme ça. Je suis arrivé dans un service de gériatrie et une infirmière m'a dit mais qu'est-ce que vous faites avec un masque? Je m'en rappellerai toute ma vie et en fait cette anecdote, ça illustre tout mon propos. C'est-à-dire que j'ai vu des gens, au début, les patients que je transportais, ceux qui étaient les plus précautionneux, les plus attentifs au Covid, au fur et à mesure, ils ont décalé leur niveau d'alerte à devenir vraiment maintenant des anti-masques, des anti-vax et compagnie. Et ceux qui étaient les moins précautionneux, qui s'en foutaient complètement, jusqu'au confinement, ils s'en sont foutus, ils portaient pas de masque, ils changeaient aucune de leurs habitudes, ils sont devenus des ayatollahs des règles sanitaires. Et ça, je l'ai constaté à de nombreuses reprises. Alors, je vais pas dire que c'est une généralité, mais c'est vraiment un truc que j'ai remarqué. Et je voudrais savoir s'il y a une explication psychologique. Marie-Estelle Dupont. C'est intéressant, c'est la première fois que j'ai un témoignage comme ça, mais effectivement, alors peut-être ambulancier, vous voyez, il a vu les gens qui étaient extrêmement précautionneux, qui après ont dû ça. Oui, alors en fait, ils ont fait l'expérience, c'est-à-dire que le fruit de leur expérience leur a montré que finalement, il n'y avait pas d'apocalypse, il n'y avait pas de
Ouais. Oui, voilà. Mais les autres, c'est le contraire. Et les autres, intéressant. Peut-être que les autres ont renforcé, ce qui les a renforcés dans leur peur, c'est qu'ils ont constaté autour d'eux, pour le coup, des gens qui étaient malades, des gens qui étaient très malades, ou que c'est la peur de la politique publique avec la menace et la peur d'être marginalisé qui a agi sur leur cerveau. C'est possible. C'est possible. Augustin. Merci Philippe pour votre appel. Nous sommes avec Hubert qui nous appelle de Nice. Bonjour Hubert. Oui, bonjour Hubert. Bonjour M. Berkoff. Bonjour. Bonjour madame. Je vous remercie pour vos émissions. Merci. Je voulais simplement poser une question qui est pour moi une interrogation constante. Allez-y. Ne faudrait-il pas accentuer plutôt la connaissance de ce qu'est l'être humain en tant qu'animal ? Donc je sais qu'on le prend un peu en compte, mais peut-être pas suffisamment. Bien sûr. Donc c'était bien la question qui se pose. Beaucoup de réactions qu'on ne peut pas transformer. Je sais que j'irai certainement à l'encontre d'une thérapeute et peut-être d'une personne qui espère que le genre humain change, mais on ne peut pas tout changer dans le genre humain. Non, on est des mammifères. On est des mammifères et on a oublié qu'on était des mammifères. Voilà, exactement. Alors, il ne faut pas le prendre en compte et l'enseigner et l'apprendre, y compris l'apprendre dans l'enseignement. Ouais, donc, absolument. un garçon, c'est pas une fille, même si au début, c'est pareil, il n'a pas les mêmes réactions. Par exemple, si on prend au niveau de la sexualité, ça ne réagit pas pareil. L'espèce humaine se reproduit différemment, etc. Enfin, une spécificité. Voilà, c'était ma question. Est-ce qu'on ne doit pas prendre en compte plus l'animalité, c'est-à-dire l'éthologie? Oui, bien compris. C'est extrêmement important, l'animalité, le fait qu'on ait des mammifères, l'éthologie aussi, qui nous montre comment on est attaché, on a besoin d'attachement pour survivre, et tout ça, c'est des choses qu'on a oubliées pendant la crise, et en fait, je pense qu'on a accepté toutes ces mesures justement parce que nous étions dans une époque, la mode du transhumanisme, où on voulait se raconter qu'on était tout puissant. On a voulu couper avec notre réalité biologique, avec les lois de la biologie, avec notre condition d'être humain mortel et genré. Donc quand on veut nier la différence des sexes, la différence des générations, le danger, la mortalité, le jour où une maladie à nouveau refait surface, alors qu'on a voulu nier la vulnérabilité et dire la médecine est toute puissance, c'est le nouveau Dieu, on va être protégé de tout, les gens ont très peur. Alors que si vous prenez quelqu'un qui habite à la campagne et qui voit des bêtes mourir tous les jours, lui il n'a jamais oublié la mort. Donc il est complètement dans une approche. On a refoulé la mort. Et on a refoulé la mort aux portes des villes depuis très longtemps. Et donc, elle est beaucoup plus sidérante. Et moi, j'ai parfois des gens qui me disent à 50 ans, j'ai réalisé que mes parents allaient mourir. Je dis, il serait temps. Et c'est la stupéfaction. C'est-à-dire qu'on a tellement oublié qui nous sommes et le fait que notre survie dépend des liens d'attachement. Le mammifère, je veux dire, si un enfant n'est pas touché par sa mère, parce qu'au nom du Covid, on ne doit pas se faire de câlins, c'est un enfant qui fait une dépression et une immunodépression. Il aura moins de défense immunitaire et son cerveau va moins bien se développer, c'est prouvé. Et effectivement, j'ai l'impression que les médecins ont oublié, ça, pour certains, leur cours de pédiatrie. Et vous vous rappelez, Marie-Estelle Dupont, cette vidéo hallucinante où les enfants embrassaient leur grand-mère et la grand-mère se retrouvait intubée. C'est joli, ça. Mais moi, j'ai une petite fille qui m'a dit en consultation, j'embrasse pas ma mère parce que quand on s'embrasse, on se touche. Ouais. Donc là, je me suis dit, on est en train vraiment de tordre l'être humain, de l'arracher à sa condition de mammifère pour lui faire croire qu'il peut être une monade toute puissante. Préoccupant. Après, tous les mammifères n'appellent pas Sud Radio et nous sommes avec Sandrine qui nous appelle du Tarn-et-Garonne. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour tout le monde. Et je viens juste bonjour Berkoff et puis votre invité aussi, c'était très bien. Justement, par rapport à la mort, c'était très intéressant parce que moi, je suis agricultrice, donc je connais très bien quand malheureusement on la connaît, la mort, on la voit avec nos animaux souvent. Bien sûr. Et par rapport au Covid, moi j'ai été très marquée par la manipulation énorme parce que moi j'ai eu une éducation très libre et stricte aussi à la fois, mais je me suis construite et pareil avec mes enfants. Et au début il y a eu un conflit parce que j'ai une fille, ma fille qui était étudiante et elle voulait absolument, oui c'était normal, et elle me dit mais tu te poses trop de questions, il faut se faire vacciner, il faut. Moi je l'ai dit, je me suis dit je vais le faire, pour éviter à ce qui touche les jeunes, voilà. Mais là où j'ai été le plus marquée, donc ça a été ce pass sanitaire. Alors là, quelque chose, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et le pass vaccinal. Et là, j'ai la sensation que nos grands politiques, c'est-à-dire après, c'est quand même passé en commission, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comme on peut manipuler le conscient ou l'inconscient. Je me suis dit, la plupart ont dû certainement se dire, on va voter ça.
Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils ont réalisé l'impact psychologique, je veux dire, qu'a fait à la société? Parce que bon, voilà, quoi qu'il en soit, voilà, il faut vivre avec le virus, il faut vivre, enfin voilà, à un moment donné. Et puis oui, comme vous dites, à un moment donné, on vit, on meurt. Voilà, c'est ma philosophie à moi. Voilà. Eh ben, ça me paraît assez clair et c'est simple, c'est vrai. Oui, alors non, mais la question est intéressante de ce que vous dites. C'est est-ce qu'ils ont mesuré l'impact ? Est-ce qu'ils ont mesuré, ils ont pris conscience de l'impact que ça donnait en édictant toutes ces règles et d'abord le confinement. La plupart, je ne pense pas. La plupart, je ne pense pas. J'ai écrit il n'y a pas très longtemps pour la revue politique et parlementaire un article sur les dégâts psychologiques sur la jeunesse, en disant justement on ne peut pas se permettre, si on rentre dans une 3e année où il y a de la circulation virale, de ne pas penser. C'est-à-dire qu'on a voulu... en décrétant un état d'urgence, le mot urgence sidère la pensée. C'est l'urgence, donc on ne réfléchit pas. Mais en temps de guerre... on a des chartes, on a des mesures pour protéger les mineurs. Et là, on a mis le feu, en fait, à nos mineurs. On ne les a pas du tout protégés. Ouais. Et je pense qu'ils n'ont pas mesuré, parce que quand je parle avec des gens, y compris soi-disant sachants, qui disent que le pass ne sert à rien et que c'était une connerie, pour autant, le fait de comprendre, de percuter, de réaliser ce que ça a fait dans les familles... Mais moi, j'ai été inondée de messages de parents divorcés. Il y en avait un qui voulait vacciner, pas l'autre, parce que sport-études, mais oui, mais je crains pour ses règles, pour son cycle, etc. Les déchirures que ça a fait dans les familles, le pass, et que ça a fait dans les amitiés. Moi, en août l'année dernière, j'ai pas un patient qui est revenu de vacances sans me dire j'ai perdu des amis de 25 ans, on ne se parle plus. Ah donc oui. Il y a eu le confinement qui a... Le confinement a abîmé les liens sociaux. Mais on pouvait penser qu'avec le déconfinement et avec le temps, on y reviendrait. Mais finalement, le pass a abîmé les liens familiaux, les liens amoureux et les liens amicaux. Bon, ça peut se retrouver quand même, Marie-Estelle. Bien sûr. Mais je pense, pour répondre à la question de la dame, que la plupart n'ont pas réalisé, la plupart, hein, pas tous, il y en a qui savaient, bien sûr. Mais la plupart n'ont pas réalisé l'impact que ça avait au quotidien dans la vie des gens. Très important. Merci Marie-Estelle Dupont.